On a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui avec Pablo Guerra, qui est mon enseignant de méditation. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Parce que pour la plupart des gens, enfin mes amis le savent, la méditation, ça fait partie de ma vie depuis maintenant quelques années. J'étais pas forcément assidue au début, mais de plus en plus, ça prend une grande place dans ma vie, au quotidien et même dans mon travail. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager ce qu'apporte la méditation dans ma vie et aussi avoir les paroles et les mots de Pablo pour qu'il vous explique un peu aussi ce que c'est que la méditation, ce que ça peut apporter et comment ça se passe aussi. Donc la pratique, elle se fait via l'association Gandhara. On va en parler aussi à la fin et on vous mettra un petit lien. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser. Ok, Pablo. Alors déjà, du coup, c'est quoi la méditation? Parce que la méditation, je dirais, c'est le fait de s'asseoir et regarder son esprit. C'est ça la méditation. On utilise des outils qui sont donc une posture, une consigne, un support qui est le souffle. La consigne nous dit regarde, observe, deviens un, sois attentif à le souffle, à l'air qui sort de tes poumons et qui s'est dissous dans l'atmosphère. Donc, par les biais de ces outils, on commence à se poser et à regarder son esprit. Et au fur et à mesure que nous pratiquons, nous apprenons de plus en plus finement comment notre esprit fonctionne. Et en comprenant comment il fonctionne, on se libère d'un tas de choses qui, normalement, nous emprisonnent. Okay. À niveau des pensées, des idées reçues, des émotions conflictuelles qui reviennent sans cesse, des obsessions, etc. Okay. Ces choses, dès par le fait que nous avons vu leur dimension presque intangible, le fait qu'elles viennent, se manifestent sous forme de pensée, mais que nous leur accordons pas une importance délibérée et que nous revenons à la respiration, au souffle, donc nous commençons à voir l'inconsistance de ces émotions, de ces pensées discursives, etc. Et à ce moment-là, on est libéré. Donc il y a une libération, libéré, délivré. Et est-ce que la méditation, on peut la pratiquer allongée, par exemple avant d'aller dormir, ou en marchant, en faisant la vaisselle, je sais pas, est-ce qu'on peut la pratiquer en dehors de... Oui, on dit souvent que la méditation, il y a une méditation en action, qu'on peut donc méditer en faisant tout et n'importe quoi, qu'on pourrait être en état de méditation 24 heures sur 24. Ouais. Bien sûr, mais ça, c'est pas pour nous qui commençons. Un être soi-disant donc très très avancé dans les sciences de la pratique, à tout ce qu'il va faire, il va le faire donc en méditation, en état de méditation. Mais pour nous qui débutons, si nous ne consentons pas à nous asseoir et à ne rien faire pendant 40 minutes par exemple, ou 30 minutes, le temps de la pratique, et qu'on ne le fait pas régulièrement, ça va être très très difficile pour nous de vraiment garder cette présence d'esprit, cette attention. Si on décide de juste pratiquer allongé sur les lits avant de s'endormir le soir, ça va pas avoir beaucoup de consistance. Et très probablement, après 5 minutes ou autre, on va partir. Et l'idée, c'est de pouvoir rester un temps précis qui peut être 35-40 minutes à chaque fois. Même si on peut aussi commencer par des temps plus courts de pratique. Tu as l'habitude de pratiquer longtemps. Oui. Moi, je sais que les gens qui débutent, tu leur dis 35-45 minutes. Oui. C'est énorme. C'est énorme, mais bien sûr que c'est énorme. Mais toi, tu as l'habitude. Ouais. Donc, mais c'est vrai que ça peut paraître énorme pour certaines personnes. Alors, c'est OK de pratiquer moins. On peut très bien pratiquer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, n'importe. L'important, c'est pas les temps qu'on pratique, c'est l'assiduité, la continuité. Vaut mieux pratiquer 15 minutes tous les jours qu'une heure une fois par semaine, par exemple. Ouais. D'accord ? C'est vraiment la pratique quotidienne qui va faire
grandir la chose et on va voir que de 15 minutes, on est très content de pouvoir méditer 5 minutes de plus et qu'on fait 20. Et après quelques semaines, on va se dire, ah, mais tiens, 20, c'est peu pour moi. J'aimerais un peu plus, donc je vais méditer 25. Ouais. Et jusqu'à ce qu'on arrive à cette longueur qui est donc préconisée, de 40 minutes, par exemple, par séance par jour. Ouais. Mais c'est pas tant la longueur qui importe, c'est la qualité du moment où vous êtes assis. Et bien sûr, la posture est importante parce que quand on est assis et droit, tout circule mieux. Ouais. L'air dans les poumons, énergétiquement aussi, ça fonctionne mieux au niveau donc du corps tout entier. Donc, il y a quelque chose qui se passe du fait de s'asseoir dans cette posture. Donc, il faut s'y essayer. Il faut l'adopter. C'est pas pour rien que le Bouddha est toujours assis en tailleur, les dos droits, les yeux entrouverts, en regardant à 2 mètres devant soi, 1,5 mètre, 2 mètres devant soi. Donc, voilà. Et à ça, ce qui se passe dans la pratique pour nous, alors, on peut essayer de maintenir cette attitude méditative dans tout ce que nous faisons. Ouais, ça, en fait. Il n'y a pas de problème. On peut continuer à faire la vaisselle, aller parler avec un ami, aller au travail, prendre le métro, tout avec une attitude méditative. Mais ça sera beaucoup plus difficile de rentrer dans cette dimension méditative si on ne s'assoit pas. Donc, d'une certaine manière, il faut faire un sacrifice. Il faut consentir à faire un sacrifice qui est, je consacre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, de ma journée, je m'assois et je fais la chose dans les règles de l'art. Ouais. Ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que quand on pratique, et la pratique, elle n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qu'on doit donc on doit s'appliquer, il y a un certain effort qu'on doit fournir, mais quand on rentre dans le vif de la pratique, alors, les lâcher prise, c'est fait de lui-même. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons lâcher prise. Ouais. C'est pas par la volonté de je vais lâcher prise et donc je vais lâcher prise. Non, normalement, quand on veut lâcher prise, on lâche rien du tout. Au contraire, on s'accroche encore. Ouais. Il y a ces mouvements un peu paradoxal de vouloir quelque chose et parce qu'on le veut, on a beaucoup plus de mal à l'obtenir. Donc là, par les biais de consentir à ne rien faire, il y a une détente, il y a une lâcher prise, il y a quelque chose qui s'accorde avec la réalité et il y a, comme je disais avant, une clarté, une lucidité, quelque chose qui voit clair. Et donc, voilà, je sais pas si j'ai répondu, mais... Si. Parce que du coup, tu as aussi un peu répondu à qu'est-ce que ça peut apporter la pratique au quotidien. Ça peut apporter une forme de liberté, du coup, parce que du coup, on voit un peu plus comment notre esprit fonctionne et on peut... Et même, qu'est-ce qui se passe, enfin, les interactions avec la vie. On est un peu plus... On est moins... je sais pas si on peut dire... Si, on sera toujours impacté, mais il y a une plus grande liberté. On est moins... Le mot, ce serait quoi? Ce serait... On subit moins. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Okay. Je dirais ça. Tout à fait. On subit moins les choses et on rentre plus en rapport, on rentre plus en lien avec les choses et on sait comment agir. On pourrait dire on sait mieux danser avec la réalité. On sait quel pas il faut faire à chaque moment, comme dans les tangos ou comme dans la valse. Je sais pas. Moi, je suis un très mauvais danseur, donc j'admire ces gens-là qui savent à quel moment il faut faire un pas vers l'avant, vers la droite, vers la gauche. La méditation vous apprend ça, à savoir quel pas prendre pour pouvoir danser. Avec, et du coup, on peut faire le parallèle avec le comédien, puisque je sais qu'il y a plein de comédiens qui sont là, et j'ai plein d'amis comédiens. Du coup, vraiment, ça peut aider dans ce métier-là d'être en présence avec son partenaire et laisser faire ce qui peut être, enfin, laisser advenir quelque chose. Alors, je dirais le suivant par rapport à ça. Alors, la méditation vous apprend à ralentir déjà et vous met dans une disposition d'écoute. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup du mal parce que tout va tellement vite que
nous devenons un peu comme des machines. Notre corps, nos corps, nos pensées aussi, comment nous agissons, comment nous nous exprimons, qu'est-ce que nous mangeons, comment nous nous habillons, etc. Tout est devenu un peu mécanique, entre autres choses par la vitesse dans laquelle nous sommes rentrés, par des questions donc historiques, les temps que nous vivons. La méditation vous fait vous poser et introduit une certaine forme de pas de lenteur, mais en tout cas, voilà, il y a un moment, un temps et un espace où les speeds s'arrêtent, ou en tout cas, et il y a moins de speed. Donc, dès ce fait-là, je reviens toujours au même, vous commencez à mieux voir et à mieux entendre. Et quand on voit mieux et on entend mieux, alors c'est naturellement découle le fait que nous savons mieux comment nous accorder avec les situations, avec l'autre. Donc pour un acteur, par exemple, c'est très important d'avoir une très grande écoute de son partenaire, de la situation, et aussi un rapport à l'espace au sein duquel il se trouve, ça soit une scène au théâtre ou au cinéma, et bien sûr le rapport à son propre corps, à la manière dont il est présent. Donc ça, c'est encore une autre chose, on pourra en parler, la dimension de présence, la dimension d'authenticité. Bah oui, mais ça, par exemple, tu vois, dans les stages d'acting, on nous dit toujours, ou dans les stages, dans les écoles. Enfin, moi, j'avais fait des écoles où on nous dit toujours, faut que tu sois authentique, et on sait jamais ce que ça veut dire. C'est quoi être authentique, tu vois. Alors, déjà, quand on nous dit, il faut que tu sois authentique, ou il faut que tu sois quoi que ce soit, déjà, on peut se méfier un peu parce que cette injonction de il faut que, elle est déjà très dure. On nous met un poids, il faut que tu sois comme ça. Et bien sûr, on est frustré parce qu'on n'y arrive pas d'emblée. Donc, ce qui est beau dans la méditation, c'est qu'on est forcé à rien. Au contraire, on est invité à simplement nous poser, nous asseoir, rentrer en lien avec ce qu'il y a de plus intime pour un être humain, c'est-à-dire son propre esprit, son corps et son esprit. On n'oublie pas les corps non plus. Il y a une posture, on est assis. Il y a un rapport, bien sûr, au corps, à la terre, à l'espace, à l'esprit. Tout ça, c'est très riche. Et en même temps, il n'y a rien de plus intime pour chaque être humain que ces rapports à tout ça, en lui, c'est-à-dire à sa propre expérience. Et donc, par ces biais de se poser dans cette situation et rien faire, alors à ces moments-là, on commence à rentrer en lien avec la base de ce que nous sommes en propre. Et donc, du coup, il y a déjà aussi une sorte d'ancrage qui se fait. Il y a un enracinement, une incarnation aussi. Donc, la terre, le corps. Et il y a de l'espace qui commence aussi à se déployer dans notre esprit, entre nos pensées et derrière nos pensées. Donc tout ça crée une situation au sein de laquelle nous commençons à être très solidement présents. Et cette présence va déperner inévitablement avec une dimension d'authenticité, parce qu'on n'est pas en train de on n'est pas en train de créer quelque chose de plus de ce que nous sommes à ces moments-là. Et ça, ça transparaît, ça se manifeste, ça peut se sentir. Donc, voilà. Est-ce que c'est ça, du coup, une personne charismatique? Où on dit que souvent, il y a des gens comme ça, quand ils rentrent dans une pièce, on les regarde tout de suite. Oui. Et est-ce que c'est quelqu'un qui... Alors, la question du charisme, oui, elle est connectée à ça. Charisme, ça vient de charis, qui veut dire donc la grâce, avoir une grâce, avoir reçu quelque chose de l'ordre de la grâce. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vous qui la fabriquez. C'est ça qui est important à saisir là. Vous n'êtes pas charismatique parce que vous le décidez, parce que vous le voulez. Mais c'est quelque chose qui vous est octroyé, qui vous est donné. Par qui, par quoi? Ça, peut-être, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, quelque chose de votre propre esprit se manifeste d'une manière telle
qu'elle est brillante, rayonnante, magnétique. Et ça, les gens qui sont autour peuvent les sentir. Ouais. Et je pense que la pratique de la méditation, elle aide à développer cette sorte de magnétisme, même si je pense pas qu'il faut la pratiquer pour obtenir un résultat comme ça, parce que ça serait une manière un peu égotique de le faire. Mais c'est un subproduit de la méditation, le fait que quand on est vraiment installé dans la pratique et que la pratique fait partie de notre quotidien, etc., et là, des rebondissements dans les quotidiens qui font que nous sommes plus présents. Et en étant plus présents, en étant vraiment là, avec une personne, avec une situation, avec l'espace où nous nous trouvons, une pièce, une chaise, n'importe. Ben, ça forme, ça crée un langage très particulier, très esculpté, très dessiné, très clair, qui fait que une parole est dite, une parole non verbale, une parole qui passe par les gestes, par la qualité des présences. Et ça, on peut l'entendre comme une forme de grâce ou de charisme. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il faudrait pratiquer avec un groupe dans un centre et parce qu'il y en a qui peuvent dire bah je peux le faire seul tous les matins, c'est ok. Et pourquoi est-ce que tu... Alors voilà, c'est pas qu'il faut, mais c'est toujours mieux de pratiquer avec d'autres. Il faut, si on s'intéresse à la méditation comme à tout dans la vie, il faut pouvoir s'y adonner avec une certaine régularité. Si on ne pratique pas avec une certaine régularité, rien va se donner pour nous dans la pratique de la méditation. Mais bon, ça c'est pareil pour tout. Si on veut, je sais pas, faire du pain, si on fait pas du pain, si on s'entraîne pas, et si on continue, rien ne se donne. Alors, pratiquer toute seule, on peut commencer, par exemple, il y a beaucoup de gens qui commencent en écoutant des CD, des podcasts, des vidéos sur YouTube, et c'est très bien, c'est une introduction, on commence à goûter à la pratique, mais à un moment donné, je pense, en tout cas je parle pour moi, pour mon expérience, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de se sentir aussi accompagné par d'autres, qui a un rapport humain, qu'on puisse se référer à quelqu'un de vivant, de présent, qui puisse nous corriger ou qui puisse répondre à nos questions et que ça soit pas un truc que moi je me cuisine moi-même dans ma petite chambre, parce que ça on peut le faire à un moment donné, mais très probablement à un moment donné on va s'enlacer, et on va avoir beaucoup du mal, on n'aura pas le courage de continuer, donc on va méditer 2 fois, 3 fois, 5 fois, allez 10 fois, 15 fois, mais à un moment donné, on va laisser tomber. Donc ça, c'est ce qui est, voilà, mon expérience que j'ai vue autour de moi. Donc c'est toujours bien de trouver un groupe et de méditer avec d'autres. Ça nous donne courage, il y a une dimension aussi d'échange humain avant, après la pratique, il y a quelque chose de, voilà, des chaleureux là-dedans, même si on est seul dans la pratique, chacun médite avec lui-même, on va pas dans un groupe pour entrer dans un club. C'est, voilà, c'est juste pour, c'est un peu aussi, ça me vient un peu comme quand, on étudie parfois, c'est bien je me souviens de mes années, à la fac, parfois on allait à la bibliothèque, parce qu'on sentait qu'un étudiant avec d'autres, on avait plus de courage à étudier plus longtemps, donc voilà. Ok. Moi, j'avais aussi une question, c'est comment est-ce que la pratique de la méditation, elle a aussi changé ta vie? Comment est-ce qu'elle a impacté ta vie à toi? Ok. Alors, des choses que je pourrais dire par rapport à ça, la méditation, elle m'a donné déjà une sorte de base solide, du fait que le fait de pouvoir revenir encore et encore au présent par les biais de cette technique et de cette pratique fait qu'il y a une solidité dans le quotidien. Je suis moins rêvasseur, je me laisse moins porter par la force de pensées ruminants qui sont là constamment, que je ressasse, etc. Donc il y a quelque chose de
une qualité de présence dans ma vie qui est plus riche, je pense. Donc, elle a changé de beaucoup de manières. Ça, c'est juste une manière. Mais est-ce que tu es toujours... les gens pourraient demander, mais est-ce que la méditation, ça permet de calmer l'anxiété, la dépression, etc. Ah, ok, alors, ça, c'est très important. Parce que la méditation, aujourd'hui, elle est présentée souvent comme quelque chose qui permet de calmer l'esprit, c'est calmer, donc enlever les stress, régler certains problèmes de santé, je sais pas, l'insomnie ou des choses liées aux anxiétés diverses, ou voire même de questions liées à, je sais pas, l'hypertension ou des choses comme ça. Et donc la méditation, bien sûr qu'elle apporte ces effets-là, ces choses-là, mais c'est pas là l'essentiel. La méditation, on commence souvent par l'enseigner de manière à que l'esprit puisse se calmer. C'est vrai. Il y a dans la tradition donc de la méditation telle qu'elle nous vient du Bouddha, quelque chose qu'on appelle shamatha. Shamatha veut dire demeurer en paix ou donc pacifier l'esprit. Et c'est un premier pas, mais c'est pas l'essentiel. Il y a besoin de ça pour que l'esprit puisse se poser. L'image qu'on donne souvent, c'est celle d'un verre rempli d'eau avec de la terre, très agité, on voit rien. Donc il faut que l'eau soit calme pour que les choses se déposent dans le fond et que l'eau devienne cristalline. Mais justement, une fois que l'eau est devenue donc cristalline, il faut voir, regarder. Et c'est la vision claire qui apparaît quand l'esprit a été pacifié, qu'on appelle vipassana, qui est, on va dire, la clé de la pratique de la méditation telle qu'elle a été enseignée par les Bouddhas et telle que moi, par exemple, je la transmets aujourd'hui au centre Gandhara à Paris. Donc, oui, elle peut calmer l'esprit, mais il faut pas venir pratiquer avec cette idée que la méditation est là pour ça. Donc, et pourquoi est-ce que cette pratique, elle peut aider aussi un artiste, donc que ce soit un chanteur, un comédien, un peintre, un photographe, à trouver peut-être à trouver de l'inspiration? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est super. Oui. J'ai un rapport à l'art très fort aussi. J'apprécie énormément la peinture, la musique, la poésie, les arts en général. Et j'ai toujours été très attentif au rapport, au parallélisme qui pouvait s'opérer entre art et méditation. Et je dirais que nous sommes beaucoup trop intellectuels. Nous sommes trop pétris d'idées, de philosophie, des concepts, même si on n'est pas philosophe, même si on n'a jamais ouvert un livre de philosophie, mais les langages que nous utilisons, qui nous est donné et que donc nous utilisons dans notre vie quotidienne est complètement marqué par ça. Donc il y a toujours une surenchère de conceptualisation. Et dans l'art, je trouve que une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir aller directement au cœur de l'expérience et que ça soit quelque chose qui est au cœur du phénomène lui-même, que ça soit une peinture, une pièce de théâtre, un poème, une pièce de musique, n'importe. Donc, la méditation, elle vient laver les yeux. Ouais. Laver les yeux, laver les oreilles. Nous avons trop d'idées à propos de choses qui nous ont été inculquées par l'éducation, par la société, les réseaux sociaux. On est constamment en train d'absorber d'informations et on a une sorte de méli-mélo intellectuel et conceptuel dans la tête. On ne se rend même pas compte. Donc la méditation, elle vient créer de l'espace là-dedans, ôter ces voiles de conceptualisation
et nous fait rentrer un lien direct avec l'expérience. Par exemple, si on est peintre, avec la peinture, avec les couleurs, avec les formes. Si on est musicien, avec les sons. Si on est comédien, avec l'espace, les rapports à l'autre, la dimension corporelle, l'écoute, la parole, les silences. Donc, toutes ces choses-là deviennent complètement vivantes. Et c'est comme si toutes ces choses-là avaient plus de chair, comme s'ils étaient incarnés. Les silences, tout d'un coup, commencent à avoir de la chair. C'est pas juste un espace de non-parole. C'est une parole aussi, le silence. Donc, je pense, par exemple, dans un dialogue à deux. Et alors, cette texture plus riche du silence vient du fait qu'on lui a prêté une écoute. Et ça, on parle du silence, mais c'est aussi les gestes, les rapports à l'espace, la parole, etc., etc. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont... Enfin, il y a plein de gens qui disent « Ouais, une méditation, c'est nul, c'est pour les gens qui planent un peu, c'est pour les je sais pas, les bobos ou les... Enfin, il y a plein de termes. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens Alors moi, je dirais que la méditation, elle est quelque chose de très moderne, très à la page, et quelque chose de très, je dirais même sexy. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous fait donc être très aiguisé. Il y a quelque chose de très aiguisé, très acéré, qui ne manque pas de tendresse également. Je ne vais pas dire là qu'on devient dur. Mais il y a quelque chose de très tranchant. Et même on aiguise un peu notre esprit en fait. Enfin, c'est ça, c'est de ça dont je parle. L'esprit est tellement aiguisé par la pratique qu'à ce moment-là, il n'y a pas l'espace pour les laisser aller. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de la pratique et qu'elle est véhiculée, elle est publicitée comme tu viens de le dire. Donc on voit dans les magazines des gens qui ont une posture clamante, avec les yeux fermés, et avec un décor souvent des rêves paradisiaques derrière, et on pense à ces côtés, voilà, on se prélasse, on se laisse aller. Bah, moi, je sais que du coup, souvent, quand je dis oui, je fais des séminaires et tout, les gens, quelquefois, ils rigolent un peu. Après, je dis, mais franchement, c'est comme ça que je trouve un équilibre dans ma vie aussi, à faire la fête, à aller à des concerts, j'écoute de la musique, je passe du temps avec mes amis, je travaille, il se passe plein de choses, et d'avoir à la fois aussi la méditation derrière, mais je vis vraiment différemment tous mes moments de vie. Parce que tu vois, là, on pratique tous les mardis soirs. Même les enseignements qu'on a, la pratique, comment est-ce qu'elle continue d'être dans les jours d'après. Moi, je vois quand je suis avec, quand je suis avec des amis, je leur parle, ok, je suis là. Quelquefois, je vois que je suis en train de partir dans des pensées et en plus, quelquefois, ça me rend triste. Alors que juste quand je reviens au présent, je suis là, j'écoute. Là, je dis, ça va, c'est pas... Voilà. Je vois que je suis partie dans des pensées, je me suis créé une histoire et du coup... Voilà, c'est très juste. Voilà, ça... Mais ça, oui, voilà, donc c'est pour ça que moi, je dirais que non, la méditation, c'est pas que pour les gens non plus qui sont que zen, c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes comme moi ou comme encore plus jeunes, c'est... Oui, et ce que je dirais à partir de ce que tu viens de dire, qui est très intéressant, c'est que en effet, la méditation ne vise pas à nous couper du monde. C'est-à-dire que quand vous méditez, c'est pas que vous arrêtez de sortir avec vos amis ou de faire les activités qui vous plaisent ou le travail ou non. Au contraire, la méditation vise à que vous puissiez être plus pleinement dans le monde, plus en rapport aux autres, au monde, dans votre vie, et que vous soyez vraiment dans une plénitude d'expérience. Mais bien sûr, pour ça, la force de la méditation, c'est que pendant un moment, vous vous asseyez et vous ne faites rien. Et c'est ne rien faire, c'est ce qui va vous donner toute l'intensité après dans ce que vous ferez, parce que vous le ferez en étant complètement présent. Donc il y a un côté art martial, non? Ou pas?
Enfin, oui, je trouve. oui, bah, ce que j'allais dire justement, j'allais donner l'exemple du Kyudo, donc c'est-à-dire cette tir à l'arc japonais, dans lequel voilà, il faut tirer la flèche, donc il y a un moment de recul qui pourrait être donc mis en rapport avec le fait de se poser. Et donc, ce mouvement de recul permet d'avoir toute la force, l'intensité pour qu'après la flèche, elle sort toute seule. Ouais. C'est pas nous qui la poussons. C'est donc, bien sûr, c'est la corde, mais c'est la tension, etc. Mais on lâche. Et donc, à ce moment-là, la flèche va où elle doit aller, elle touche la cible. Ouais. Donc, nous, c'est pareil. On s'assoit, on ne fait rien. Et en se faisant, on rentre en rapport avec quelque chose de très profond et très essentiel de son propre esprit, de sa propre vie, et ça nous donne une force d'aller dans les expériences de notre vie d'une manière autre et beaucoup plus précise, lucide et joyeuse aussi. C'est quoi pour toi la présence? Ouf, tu me poses une question pas difficile, mais difficile, si, disons-le. La présence. Alors, dans le contexte de la pratique de la méditation, la présence est ce qui peut être libéré par un travail d'attention. C'est-à-dire, quand on est attentif à quelque chose, à l'occurrence à la respiration, d'accord, on aiguise son esprit. On fait en sorte que l'esprit est ramené ici et maintenant. Normalement, l'esprit, on rêvasse, on pense à une chose, on pense à une autre, on voit un truc, ça nous fait penser à une chose et on part complètement. C'est le scrolling perpétuel qu'on a sur nos téléphones et on est là-dedans. Donc, l'attention va venir arrêter ça et va venir nous ramener à la dimension de ici et maintenant, en train d'être assis et de suivre la respiration. D'accord ? Quand on pratique ça avec une certaine assiduité et qu'on a pratiqué ça un certain temps, cette dimension de clarté dont on parlait avant, de lucidité de son propre esprit, commence à se manifester de manière plus vive. Et à ces moments-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la présence, commence à poindre, d'accord ? Et à ce moment-là, les pensées n'ont plus la force de nous amener avec eux loin d'ici et maintenant. Il y a quelque chose d'une solidité, un ancrage et une dimension très espacieuse, très claire, très lumineuse qui se met en place et d'une certaine manière qui n'a plus besoin d'efforts de notre part pour qu'elle se donne. C'est comme si on arrive à un plateau de l'expérience où cette clarté de l'esprit s'installe. Bien sûr, elle peut s'émousser si on pratique pas la méditation, mais par le biais de la pratique, cette dimension de présence s'ouvre, rayonne, et en fait, cette dimension de présence est notre nature véritable. C'est pas quelque chose qui nous est étranger, nous n'avons pas à les fabriquer, c'est quelque chose que nous devons découvrir. Donc la pratique de la méditation nous aide à rentrer en lien avec ce trésor qui est à nous, qu'on appelle présence, qui est une intelligence, une clarté, une vision non conceptuelle, non intellectuelle, mais complètement vivante, fraîche, connaissante. Et donc, c'est ça la présence. La présence, c'est cette dimension d'ouverture primordiale qui se déploie par le travail de l'attention, voilà, qu'on fait dans la pratique. Ok. Voilà. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps avant de ressentir les effets de la méditation? Alors non. Je dirais que de la première fois où on s'assoit, on sent déjà des effets. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on peut reconnaître tout de suite de la première fois qu'on s'assoit. Bien sûr, pour qu'il y ait une véritable transformation par les biais de la pratique et qu'elle donne ses fruits
les plus riches, et il faut du temps. Comme n'importe quel travail sérieux, il faut vraiment du temps pour pouvoir donc goûter à ces fruits. Mais dès qu'on s'assoit une première fois, j'ai cette conviction que on peut déjà commencer à voir ce dont il retourne pour soi. Par exemple, ça peut être un allègement dans la manière dont nous traitons. Souvent, on a une tendance à se juger, à se critiquer, etc. Et tout d'un coup, peut-être que juste par l'effet de s'asseoir un moment, on commence à voir des pensées qui surgissent à nous, mais on les juge moins, on est moins dur vis-à-vis de soi, par exemple. Ou ça peut être simplement que le monde est plus frais, plus vif. On sort de la salle de méditation ou on marche dans la rue et nos perceptions sont comme affinées. Ouais. On peut voir les bleus du ciel est plus bleu, les verts des arbres plus intenses, un vert plus saturé. Donc il y a quelque chose de plus vivant et plus riche dans l'expérience qu'on fait des choses, dans la perception qu'on a du monde. Et même, enfin franchement, si je prends juste moi, personnellement, ce que ça me fait, il y a un peu une confiance qui s'installe, parce que dans le sens où dans la vie, quelquefois, il se passe plein de choses. Quelquefois, c'est difficile aussi. Enfin, là, si je prends le métier de comédien, c'est un métier qui peut être imprévisible. Donc, on a envie de... Quelquefois, on a envie de faire plein de trucs parce qu'on a peur qu'il se passe rien. Oui. Mais à la fois, quand juste on lâche un peu, comme on parlait d'un peu de lâcher prise, et on dit juste, en fait, ok, il y a un peu une confiance en nous. Je pense qu'on va agir à un moment donné. Enfin, on pourra agir comme il faut à un moment donné. Je sais pas comment, parce qu'il y a quelque chose qui vient, il y a comme une intuition, je trouve que ça développe vachement ça aussi. Bah, c'est tout à fait c'est dit de manière désordonnée, mais Non, mais genre, je vois très bien, parce que tu as dit plusieurs choses qui sont très, très importantes. Cette intuition des bases qu'on ressent et qui amène à une dimension de confiance vient du fait qu'on commence à toucher au fondement même de ce que nous sommes, de son propre être, c'est-à-dire son esprit. On commence vraiment à devenir familier avec lui et on commence à voir ce qu'il y a, pour ainsi dire, avant même l'esprit, c'est-à-dire la dimension d'ouverture à partir de laquelle l'esprit se donne. Et quand on commence à toucher à ça et à être familier, de plus en plus familier avec ça, on a des intuitions. Et ces intuitions se manifestent par une dimension de confiance, parce qu'on sent qu'au fond de nous-mêmes, c'est OK. Ouais. Comment est-ce qu'elle est apparue, la pratique de la méditation? Alors, la pratique de la méditation, telle que nous la transmettons au Centre Gandhara, c'est une pratique qui vient du Bouddha. Donc, il y a 25 siècles, 2500 ans, le Bouddha a atteint ce qu'on appelle l'éveil et a communiqué un enseignement donc qui consiste primordialement dans la pratique de la méditation. Donc, elle vient de l'Inde, elle vient de l'expérience qui a fait Gautama, le Bouddha, et elle nous a été transmise par des générations de pratiquants depuis cette date-là. Donc, c'est quelque chose qui s'est transmis des maîtres à disciples depuis beaucoup de temps. Donc, voilà. Et du coup, est-ce qu'il faut être bouddhiste pour pratiquer la méditation ou pas? Oui, alors non. Pour pratiquer la méditation, il faut pas être bouddhiste. C'est la méditation, c'est quelque chose qui est les trésors inhérents de l'humanité tout entière, et n'importe quelle personne peut s'asseoir et regarder son propre esprit et devenir aiguisé et devenir ouvert et développer un sens de bienveillance, de tendresse et d'intelligence par le biais de la pratique. Donc, c'est absolument pas rattaché à une tradition quelconque. Bien sûr, dans le bouddhisme, c'est thématiquement travaillé, et il y a une tradition avec un enseignement et une richesse incroyable là-dedans. Mais à jour d'aujourd'hui, pour nous occidentaux, il y a absolument pas besoin de passer par la religion. Il y a quelque chose de tout à fait phénoménologique
qui passe par l'expérience directe de la chose même. Donc, tout le monde peut pratiquer, que vous soyez croyant, agnostique, chrétien, bouddhiste, musulman, n'importe, tout le monde peut pratiquer parce que tout le monde peut regarder son propre esprit. Tout le monde a un esprit. Mais ça veut dire quoi, regarder son propre esprit? Regarder son propre esprit, c'est quoi? C'est simplement s'asseoir et placer son attention sur un objet, ici la respiration, qui nous permet à un moment donné reconnaître quand nous sommes partis dans des pensées qui nous éloignent d'ici et maintenant. À ces moments-là, on se rend compte que l'esprit se réveille, se rend compte que nous n'étions plus ici et maintenant en train de suivre la respiration. Donc on commence à voir que l'esprit a une capacité de se réveiller lui-même. Parce que quand nous sommes partis dans nos pensées, nous sommes partis. Donc d'une certaine manière, c'est pas nous, c'est-à-dire, c'est pas nous qui sommes dans ces pensées-là, qui avons la capacité de nous réveiller à ce moment-là. C'est quelque chose en nous qui est plus profond que c'est nous. Donc, il y a quelque chose en nous qui a cette capacité de se réveiller et de revenir à la présence. Maintenant. Et je sais pas si... non, mais si, c'est à peu près clair. Mais par exemple, quelqu'un qui aime bien rêvasser, il y a des gens qui aiment bien rêvasser, qui peuvent dire, ouais, mais le présent, c'est trop difficile, la vie, elle est difficile. Moi, j'aime bien être dans ma tête et rêver. Alors moi, cool. je dirais que c'est comme celui qui dit, j'aime bien les McNuggets. Je vais jamais manger de légumes. Je vais juste boire Coca, manger nuggets pour le reste de ma vie. Ah, donc en fait, c'est quelqu'un qui aime rêvasser, c'est comme si c'est quelqu'un qui est dans une forme de malnutrition. Absolument. Et du coup, il est en train de s'intoxiquer. C'est-à-dire qu'une chose, c'est être émerveillé devant quelque chose qui apparaît devant nous, par exemple, un film, un beau visage, un bel homme, une belle femme, un paysage fantastique, une œuvre d'art, un poème, une peinture. Alors à ce moment-là, nous ne rêvassons pas. Nous sommes simplement ouverts à la dimension des merveilles qui se manifestent devant nous. Mais rêvasser, c'est-à-dire se laisser aller à deux choses qu'on considère plus ou moins agréables pour ne pas être là, pour fuir le présent. Et ça ne peut amener avec soi que des accidents et des catastrophes. Parce qu'on n'est pas là. On n'est pas en rapport avec ce qui se passe maintenant, avec le fait qu'il y a une voiture qui passe, avec le fait qu'il faut payer ses impôts, avec le fait qu'il faut aller demain à 7h pile, être là pour les castings, et que si on arrive à 7h15, on loupe les castings. Et parce qu'on était en train de rêvasser, on s'est couché très tard et on n'a pas eu le sommeil qu'il nous fallait pour être là à 7h pile. Donc la rêvasserie en fait, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui prétravaille son corps pour, je sais pas, parce que il muscle son corps. Là, en fait, la méditation, ça permet aussi de muscler son esprit. Ou pas? C'est une manière de le dire, mais c'est plus que ça, parce que c'est pas, je veux dire, la gonflette de l'esprit. À un moment donné, pour ainsi dire, l'esprit va avoir des pecs, et des biceps et des triceps. Mais ça voudrait dire qu'à un moment donné, si on arrête d'aller à la gym, tout s'écroule comme un flanc. Non. Non, ça aiguise, pardon, c'est vrai. C'est plus, ça aiguise comme, ça aiguise l'esprit plutôt, Oui, ça aiguise l'esprit d'une manière telle qu'on commence à voir les fondements même de l'esprit. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que par l'attention, on rentre dans une dimension de présence. Et la présence, elle a besoin absolument pas d'aller à la gym. D'accord? Et elle est naturelle. En fait, c'est ça qui est beau. C'est que par le fait de, bien sûr, qu'ils font un travail de aiguiser l'esprit, etc., qu'on pourrait assimiler à des exercices gymnastiques, mais très particuliers, parce que c'est des exercices de gymnastique dans lesquels on nous dit de rien faire, ou presque rien, rien. Parce qu'on a quand même à suivre les souffles, donc il y a quand même une intention et une attention. Voilà.
Et avant de poser l'autre question, moi, c'est vrai qu'il y a souvent un truc que tu dis qui me parle. C'est, oui, la méditation, c'est pas facile. C'est dur de méditer 40 minutes. Mais pour un peu être présent aux choses, présent à la vie, tu dis souvent, il faut se retrousser les manches. Et j'aime bien, parce que c'est vrai, dans la vie, il y a un temps de repos. Il y a ces moments-là et c'est super. Mais il y a des moments aussi, c'est important de se retrousser un peu les manches et de se dire, OK, bien sûr. Là, je fais un travail sur moi, même pas un travail, juste je m'assois et je regarde mon esprit et ça fait peur. Enfin, franchement, moi on le fait et je suis encore, enfin voilà, je suis débutante là-dedans, mais quelquefois ça fait peur, c'est pas évident, je trouve, parce que il y a tous nos mécanismes qui. Tu touches un point clé qui est la dimension de courage qui est cette pratique demande. Parce que s'asseoir et regarder son esprit, s'asseoir et regarder ses émotions, regarder ses pensées, voir comment il surgit à nous, qu'on ne les contrôle pas, etc. Bah, parfois c'est pas du tout évident, c'est pas facile, parce qu'on commence aussi à voir des aspects de nous-mêmes qui nous plaisent moins, qui sont moins beaux peut-être. On commence à voir qu'on est peut-être colérique ou jaloux. On est assis en méditation, on commence à avoir des pensées qui montent, dans lesquelles on commence à sentir une jalousie pour un tel parce que, je sais pas, parce que il parle avec la personne qu'on aime et donc on est dans une soirée et cette personne qu'on aime s'est mis à parler avec cet autre et on devient fou de jalousie et en même temps, dans la pratique de la méditation, on voit ça. On n'est pas complètement happé par l'émotion, mais on commence à voir que nous sommes jalousie à ces moments-là. Et nous apprenons à laisser cela suivre son cours et à revenir ici et maintenant. Donc, du coup, on commence à voir comment fonctionnent les mécanismes de notre propre esprit et comment on est piégé dans des situations comme celle-là. Jalousie, colère, tristesse, dépression, arrogance, une passion débridée, consommante et l'attachement qu'on peut avoir pour des choses, pour des personnes névrotiques, complètement névrotiques. Donc, toutes ces choses de la vie qui font ce que nous sommes, des êtres humains avec des émotions qui sont parfois pas faciles, là on commence à les voir, à voir comment ces mécanismes se mettent en place. C'est pour ça que j'ai parlé avant de la notion de courage. Donc la pratique de la méditation, elle vise à nous libérer. Il y a une libération qui s'opère par la pratique de la méditation, mais elle demande un courage de notre part de pouvoir nous asseoir avec nous-mêmes et pas être tout le temps à rêvasser, à chercher les divertissements de toutes sortes. En plus, aujourd'hui, la société est installée de telle manière que tout nous pousse au divertissement. Ne serait-ce que déjà les scrollings perpétuels dans lesquels on est happé dans un divertissement. Oui, parce que si on parle de scrolling, là, en plus, on va le poster sur les réseaux. Et c'est vrai que le scrolling, ça rend triste parce qu'il y a un endroit où déjà, ça peut rendre triste parce que on regarde la vie des gens, quelquefois on se compare, il y a plein d'informations, donc à la fin on a mal à la tête, et ça te met complètement à côté de toi, à côté un peu de ta vie. Et du coup, c'est vrai que la pratique, ça permet juste à revenir à un essentiel aussi, à quelque chose juste de là. Bah, aujourd'hui, il y a un gros problème avec ça, parce que le scrolling, ça fait que nous sommes comme des sauterelles, qui sautons des bouts d'information, un bout d'information, un bout d'information, un bout d'information. Ça rentrait à rien de véritablement construit. On a beaucoup du mal à garder une attention. Aujourd'hui, il y a tous ces problèmes de déficit de l'attention chez les enfants et les adolescents, etc. Parce que ça, c'est quelque chose que la méditation va venir aussi guérir. C'est-à-dire que notre attention va pouvoir se poser sur quelque chose et rester sur quelque chose. Et c'est faisant, donc, il y a une véritable pensée qui peut être construite. Il y a un rapport à la logique, un rapport à la parole, à la manière de se manifester, de s'exprimer, de penser, de cogiter, etc., qui donne une assise à l'être humain qui est en train de se perdre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette souffrance-là, parce qu'on ne peut pas rester avec un sujet longtemps, de moins en moins.
Et donc voilà, je pense à ça. Donc bien sûr que quand on est complètement avec le sujet qu'on s'est donné pour tâche d'explorer et qu'on reste avec lui, il y a quelque chose en nous qui se transforme. Il y a une intimité et il y a une dimension de connaissance, de vérité, de joie aussi, de pénétrer les mystères d'un sujet quelconque. Mais quand on est là à sauter du coq à l'âne du matin au soir, ben on est lessivé à la fin, parce que il y a rien qui s'est on va dire donné pour nous véritablement. Ouais, on n'a rien construit avec ça. C'est juste des bouts et des briefs des choses. Ça s'appelle du divertissement, mais très en plus très toxique, très toxique. Mais en gros, pour revenir à notre question, c'est les divertissements en général, c'est quelque chose qui nous éloigne de cette présence, justement, c'est divertir, donc sortir de son schéma. Donc il y a une diversion, on va ailleurs. Et la méditation nous dit non, c'est pas qu'on n'a pas à profiter de la vie, c'est-à-dire parce qu'on médite, ça veut pas dire qu'on peut pas aller au cinéma, ok, on peut aimer des choses, un hobby, un sport, la peinture, les amis, aller en boîte, danser, n'importe. Même aller à Disneyland, qui est le summum du divertissement, et auquel souvent on amène les enfants, mais on les amène pour aller soi. Les parents vont là, en fait, c'est plus pour eux qui vont que pour les enfants. Mais la vérité est que si on passe sa vie à être dans les divertissements et à fuir ce que tu as dit avant, qui est de s'asseoir et de se regarder, et se regarder pas dans un sens narcissique ou nombrilier, mais de regarder son esprit, alors on peut rien construire et rien ne se donne véritablement pour nous. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour peut-être pour les cours du mardi soir au Centre Gandhara? Oui, alors nous faisons des cours le mardi soir, donc dans notre salle qui est à côté du République à Paris. Et donc vous êtes les bienvenus pour venir vous initier. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau, on lui donne donc une instruction des méditations. Et donc on fait une première période de pratique qui dure entre 30 et 40 minutes, voilà. Et après, il y a un enseignement sur la méditation, sur des thèmes reliés à l'art, à la poésie, à la pratique de la méditation, aux notions clés du bouddhisme qui peuvent venir aider et éclairer la pratique. Donc, qui dure 40 minutes, 3/4 d'heure, et après on finit. Donc, les cours cette année sont les mardis à 8h25. Ouais, donc, 8h25. Voilà. Ouais. Donc, c'est open. Les portes sont ouvertes à ceux qui veulent venir pratiquer avec nous. Merci beaucoup, Pablo. C'est gentil. Merci à toi.